$5. C'est le prix qu'un homme paya pour une vie qu'il croyait sans valeur. Mais cette femme qui l'acheta ce jour-là, portait en elle un secret capable de détruire des familles entières, de renverser des fortunes, de renverser des révéler l'un des scandales jamais enterrés, entre les rives du vieux continent et les plantations du nouveau monde. Ce que personne ne savait, c'est que sous les cicatrices et la poussière se cachait l'héritière d'un empire, et qu'elle était prête à tout reprendre. Avant de continuer, si vous aimez les mystères historiques qui glacent le sang, abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien permet de faire revivre ces histoires oubliées. Et maintenant, retournons en 1833, dans une Caroline du Sud où certains secrets étaient plus dangereux que la mort elle-même. L'année 1833 marquait une période de transformation profonde dans le sud des États-Unis d'Amérique. La Caroline du Sud, avec ses vastes plantations de coton et de riz, représentait le cœur économique d'une société construite sur des fondations que l'histoire jugera plus tard avec sévérité. Charleston, port majestueux, où se mêlaient les influences françaises, anglaises et africaines, servait de porte d'entrée pour les biens et les personnes en provenance d'Europe et des Caraïbes. C'est dans ce contexte qu'un homme nommé Thomas Caldwell possédait une propriété située à quelques lieues au nord de Charleston, dans une région où les cours d'eau serpentaient entre les chênes centenaires drapés de mousse espagnole. La plantation Caldwell n'était pas la plus imposante de la région, mais elle générait suffisamment de revenus pour maintenir une façade de respectabilité. Thomas, âgé de 38 ans, était veuf depuis 2 années. Sa femme, Elizabeth, était morte en couche, emportant avec elle l'enfant qu'ils espéraient tant. Depuis ce drame, Thomas s'était refermé sur lui-même, gérant sa propriété avec une efficacité mécanique, mais sans passion. Les domestiques le décrivaient comme un homme juste mais distant, qui passait ses soirées enfermé dans son bureau à examiner des registres comptables et à correspondre avec ses associés commerciaux. Il portait toujours des vêtements sombres, comme s'il n'avait jamais quitté le deuil, et ses cheveux bruns commençaient à grisonner prématurément aux tempes. La maison principale de la plantation était une construction en bois peint en blanc, avec de larges vérandas qui offraient une protection contre la chaleur étouffante de l'été. À l'intérieur, les pièces étaient meublées avec un goût sobre mais raffiné, témoignage d'une éducation reçue dans les meilleures institutions de Virginie. Des portraits de famille ornaient les murs du salon, et une bibliothèque bien fournie occupait tout un mur du bureau de Thomas. La plantation elle-même s'étendait sur près de 800 acres, avec des champs de coton qui ondulaient sous la brise comme une mer blanche à la saison des récoltes. Une trentaine d'esclaves y travaillaient, logés dans des cabanes situées à distance respectable de la maison principale. Un contremaître nommé Samuel Briggs, homme sec et nerveux d'une 50aine d'années, supervisait les opérations quotidiennes avec une rigueur qui frisait parfois la cruauté. Au printemps de 1833, Thomas se rendit à Charleston pour assister à une vente aux enchères organisée par un marchand du nom de Nathaniel Crowe. Cet homme, connu pour ses méthodes peu scrupuleuses et ses connexions avec les ports des Caraïbes, proposait régulièrement des lots d'esclaves à des prix défiant toute concurrence. La rumeur disait qu'il ne posait jamais de questions sur la provenance de sa marchandise humaine, ce qui attirait des acheteurs cherchant des bonnes affaires sans se soucier des détails légaux. La salle où se déroulait la vente était un bâtiment en briques près des docks, imprégné de l'odeur de sel, de goudron et de sueur. Une trentaine d'hommes s'y étaient rassemblés, planteurs pour la plupart, certains accompagnés de leurs contremaîtres. L'atmosphère était lourde, chargée de cette tension particulière qui accompagne les transactions où l'humanité est réduite à une valeur marchande. Thomas n'avait pas prévu d'acheter ce jour-là. Il était venu par curiosité, peut-être aussi par désœuvrement, cherchant une distraction à sa solitude. Mais lorsque Nathaniel Crowe fit monter sur l'estrade une jeune femme d'environ 20 ans, quelque chose dans la scène le saisit d'une manière qu'il ne comprit pas immédiatement. La jeune femme présentait une apparence qui expliquait pourquoi elle fut proposée en dernier, comme un lot dont le marchand lui-même semblait vouloir se débarrasser rapidement. Sa peau d'un brun doré révélait un métissage évident,
ce qui dans cette région et à cette époque diminuait considérablement sa valeur aux yeux des acheteurs. Mais ce n'était pas tout. Son visage portait plusieurs cicatrices, dont une particulièrement visible, qui courait de la tempe gauche jusqu'à la mâchoire, donnant à ses traits une asymétrie troublante. Ses cheveux, d'un noir profond avec des reflets cuivrés, étaient emmêlés et mal coupés. Ses vêtements, une simple robe de toile grossière, pendaient sur un corps amaigri par ce qui semblait être des semaines de privation. Elle gardait les yeux baissés, les épaules voûtées, incarnant l'image même de la défaite et de l'humiliation. Pourtant, dans sa posture, Thomas perçut quelque chose qui contredisait cette première impression. Une raideur dans la colonne vertébrale, une tension dans les mâchoires qui suggérait une volonté non encore brisée. Nathaniel Crowe présenta la jeune femme avec un mélange de hâte et de mépris. « Voici le dernier lot de la journée, messieurs. Une fille d'environ 20 ans, en bonne santé malgré son apparence. Elle sait lire et écrire, ce qui peut avoir une certaine utilité pour des tâches domestiques. Je la propose à $7. » Un silence gêné s'installa dans la salle. Plusieurs hommes échangèrent des regards moqueurs. L'un d'eux lança à voix haute « $7 pour ça? Tu nous prends pour des imbéciles, Crowe. Je ne donnerai pas même $3 pour une fille aussi abîmée. » Le marchand serra les dents, visiblement irrité par le manque d'intérêt. « Très bien, $5. Quelqu'un offre $5. » Thomas ne sut jamais exactement ce qui le poussa à lever la main à ce moment précis. Peut-être était-ce la pitié, ou simplement le désir de mettre fin à cette scène humiliante. Peut-être aussi quelque chose dans le regard que la jeune femme posa brièvement sur lui. Un regard où se mêlait l'intelligence et une forme de calcul qui le déstabilisa. $5, dit-il d'une voix calme mais audible. Des rires fusèrent dans la salle. Un planteur à la barbe grisonnante lui lança « Caldwell a toujours eu un faible pour les causes perdues. » Mais le marché fut conclu. Nathaniel Crowe parut soulagé de se débarrasser de cette marchandise encombrante. Il rédigea rapidement un document de vente que Thomas signa sans même le lire attentivement, pressé de quitter cet endroit oppressant. C'est en remontant vers sa plantation, la jeune femme assise à l'arrière de la charrette, que Thomas réalisa qu'il n'avait même pas demandé son nom. Il se retourna vers elle et posa la question. Elle hésita un long moment avant de répondre d'une voix rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Amélie, on m'appelle Amélie. » L'accent était étrange, mêlant des sonorités françaises à quelque chose d'autre, peut-être créole. Thomas hocha la tête et ne posa pas d'autres questions durant le trajet. Mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, troublé par cette acquisition impulsive dont il ne savait que faire. Lorsqu'ils arrivèrent à la plantation en fin d'après-midi, Samuel Briggs, le contremaître, accueillit son employeur avec son habituelle expression renfrognée. En voyant Amélie descendre de la charrette, il ne put dissimuler une grimace de dégoût. « C'est ça que vous avez acheté, monsieur Caldwell? Crowe a dû vous voir venir de loin. Cette fille ne vaut pas les $5 que vous avez payés. » Thomas, irrité par le commentaire mais trop fatigué pour argumenter, répondit simplement « Trouvez-lui une place aux cuisines, qu'elle aide Martha, et assurez-vous qu'elle ait de quoi se laver et des vêtements décents. » Briggs marmonna quelque chose d'inaudible mais obéit. Amélie fut conduite vers les quartiers des esclaves, une rangée de cabanes en bois situées derrière la grange. Martha, la cuisinière, une femme corpulente d'une 50aine d'années au visage marqué par les années de labeur, accueillit la nouvelle venue avec un mélange de curiosité et de méfiance. Cette nuit-là, Thomas resta éveillé dans son bureau, incapable de trouver le sommeil. Il se demandait pourquoi cette transaction l'affectait autant. Il avait acheté et vendu des esclaves auparavant, comme tout planteur de la région, sans jamais ressentir ce malaise particulier. Quelque chose dans le regard d'Amélie le hantait, une lueur qu'il ne parvenait pas à définir. Il finit par se dire que c'était simplement la fatigue et le souvenir de la scène humiliante à laquelle il avait assisté. Les premiers jours passèrent sans incident notable. Amélie travaillait aux cuisines sous la supervision de Martha, qui rapporta à Thomas que la nouvelle venue était silencieuse,
obéissante, et qu'elle possédait effectivement des compétences en lecture et écriture, ce qui était inhabituel. « Elle sait même parler français, monsieur », ajouta Martha avec étonnement. « Pas juste quelques mots, mais vraiment parler. » Cette information intrigua Thomas. Comment une esclave dans son état pouvait-elle posséder une telle éducation? Les esclaves créoles des Caraïbes parlaient parfois français, mais pas avec la maîtrise que Martha décrivait. Il décida d'observer Amélie de plus près lors de ses allées et venues dans la maison. Ce qui le frappa en premier fut la transformation progressive de son apparence. Une fois lavée, nourrie et vêtue convenablement, les cicatrices sur son visage semblaient moins proéminentes, comme si elles avaient été exagérées par la saleté et la fatigue. Ses traits révélaient une structure osseuse, délicate, presque aristocratique. Ses yeux qu'il avait crus ternes lors de la vente brillaient en réalité d'une intelligence aiguë. Ses cheveux, une fois démêlés et coiffés simplement, formaient une masse de boucles sombres qui encadraient son visage avec une grâce inattendue. Mais au-delà de cette amélioration physique, Thomas remarqua quelque chose de plus troublant, la manière dont Amélie se déplaçait dans l'espace. Il y avait dans sa posture, dans la façon dont elle tenait sa tête, quelque chose qui trahissait une éducation raffinée. Même lorsqu'elle accomplissait les tâches les plus humbles, on percevait en elle les vestiges d'une dignité qui ne pouvait être entièrement effacée. 3 semaines après son arrivée, un incident vint bouleverser la routine de la plantation. Thomas recevait dans son bureau un visiteur, un avocat de Charleston, nommé Robert Henley, venu discuter de questions testamentaires concernant un lointain cousin décédé en France. Les documents étaient étalés sur le bureau, et Thomas écoutait avec une attention distraite les explications juridiques lorsqu'Amélie entra pour servir le thé. Henley s'interrompit brusquement, son regard fixé sur la jeune femme avec une expression de stupéfaction. Il pâlit visiblement et demanda d'une voix étranglée. « Monsieur Caldwell, puis-je vous demander où vous avez trouvé cette fille ?» Thomas, surpris par la réaction, répondit « Je l'ai achetée il y a quelques semaines à Charleston. » Pourquoi cette question? L'avocat ne répondit pas immédiatement. Il continua à fixer Amélie, qui avait posé le plateau et s'apprêtait à sortir. « Attendez, » dit-il brusquement. « Comment vous appelez-vous » Amélie s'arrêta, se retourna lentement et répondit d'une voix neutre. « Amélie, monsieur. »« Amélie comment ?» insista Henley. Un long silence suivit. Amélie baissa les yeux et murmura « Juste Amélie ». Henley se tourna vers Thomas, le visage grave. « Monsieur Caldwell, nous devons parler en privé, c'est de la plus haute importance. » Il jeta un regard à Amélie et ajouta « Vous pouvez disposer ». Une fois la porte refermée, Thomas sentit une anxiété sourde l'envahir. « Qu'est-ce que cela signifie, Henley? Vous connaissez cette fille ?» L'avocat s'assit lourdement, sortit un mouchoir pour essuyer son front moite. « Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai vu son portrait. Ou plus exactement, un portrait qui lui ressemble de manière troublante. » Il fouilla dans les documents qu'il avait apportés et en extirpa une enveloppe cachetée. « Ceci concerne justement l'affaire pour laquelle je suis venu vous voir aujourd'hui. Votre cousin éloigné, Henri de Valcourt, est décédé il y a 6 mois à Paris sans héritier légitime apparent. Mais dans ses papiers personnels, on a trouvé des lettres et un portrait miniature. » Henley ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et en sortit une petite peinture sur ivoire, protégée par un cadre en or finement ciselé. Il la tendit à Thomas, qui la prit avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Le portrait représentait une jeune femme d'une beauté saisissante, avec des traits délicats et des yeux sombres d'une intensité remarquable. La ressemblance avec Amélie était indéniable, bien que le portrait montrait une femme sans cicatrice, habillée avec l'élégance raffinée de l'aristocratie française. Au dos du cadre, une inscription était gravée « Amélie Cécile de Valcourt, 1813 ». Thomas sentit le sang se retirer de son visage. De Valcourt? Mais c'est impossible. Cette fille est une esclave. Elle a été vendue par Nathaniel Crowe comme... Il s'interrompit, la réalité de la situation commençant à se dessiner dans son esprit. Henley hocha gravement la tête.
Henri de Valcourt a vécu plusieurs années en Haïti avant la révolution qui a bouleversé cette colonie. Il était connu pour avoir eu une liaison avec une femme de couleur libre, une certaine Louise, reconnue pour sa beauté et son éducation. Selon les lettres retrouvées, ils ont eu une fille ensemble. Henri avait promis de reconnaître l'enfant et de lui assurer un héritage, mais les troubles politiques et sa fuite précipitée vers l'Europe ont tout compliqué. Thomas écoutait, le cœur battant. « Continuez », dit-il d'une voix rauque. Dans sa dernière volonté, Henri de Valcourt mentionne cette fille, Amélie Cécile, née en 1813. Il exprime des regrets profonds de l'avoir abandonnée et stipule que si elle est retrouvée vivante, elle doit hériter de la totalité de sa fortune, qui comprend des propriétés à Paris, des investissements considérables et une somme en liquidité estimée à plus de 300 000 francs. Le silence qui suivit fut écrasant. Thomas regardait fixement le portrait miniature, puis les documents étalés sur son bureau. 300 000 francs, c'est une fortune colossale. En effet, confirma Henley. Converti en dollars, cela représente environ 60 000 $, peut-être plus selon les taux de change actuels. Henri de Valcourt était un homme immensément riche. Thomas se leva brusquement, fit quelques pas dans la pièce, le cerveau en ébullition. Mais comment cette fille, si c'est vraiment elle, a-t-elle pu finir esclave entre les mains de Crowe? Comment est-elle arrivée ici, dans cet état? Henley secoua la tête. Je ne peux que spéculer. Haïti est devenu un lieu extrêmement dangereux après l'indépendance. Les métis, surtout ceux ayant des liens avec l'ancienne aristocratie coloniale, ont été persécutés. Il est possible que la mère et la fille aient fui, qu'elles aient été capturées par des pirates ou des marchands sans scrupules. Une fois dépouillées de toute preuve de leur identité, elles auraient pu être vendues comme esclaves. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Thomas sentit une nausée l'envahir. Il avait acheté pour 5 $ une héritière valant une fortune. Plus troublant encore, cette révélation soulevait d'innombrables complications légales, morales et sociales. Qu'attendez-vous de moi, Henley? Pourquoi me révélez-vous tout cela? L'avocat le regarda avec une expression difficile à déchiffrer. Parce que je suis mandaté pour retrouver Amélie de Valcourt. Les exécuteurs testamentaires à Paris ont engagé plusieurs enquêteurs pour la localiser. Si cette fille est vraiment elle, vous détenez la clé d'un héritage considérable. Et vous avez une décision cruciale à prendre, la révéler ou la garder secrète. La garder secrète? Thomas sentit la colère monter. Vous suggérez que je devrais dissimuler son identité pour garder une esclave qui vaut une fortune? Henley leva les mains en signe d'apaisement. Je ne suggère rien, monsieur Caldwell. Je vous présente simplement les faits. Si vous révélez son identité, elle devra être libérée immédiatement et escortée en France pour réclamer son héritage. Vous perdrez votre achat de 5 $, certes, mais vous pourriez espérer une récompense des exécuteurs testamentaires. En revanche, il laissa sa phrase en suspens. En revanche, pressa Thomas. En revanche, si vous la gardez secrètement, vous continuez à posséder quelqu'un qui, dans un autre contexte, serait une femme immensément riche et de haute naissance. Mais vous vivrez avec le poids de cette dissimulation. Et si la vérité émerge un jour, les conséquences légales seraient catastrophiques pour vous. Thomas s'assit lentement, la tête entre les mains. La pièce semblait tourner autour de lui. Laissez-moi réfléchir, j'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. Henley acquiesça. Bien sûr, mais je dois vous prévenir. Je ne suis pas le seul enquêteur sur cette affaire. D'autres recherchent également Amélie de Valcourt. Si l'un d'eux la trouve avant que vous ne preniez une décision, le choix vous sera retiré. Il se leva, rassembla ses documents mais laissa le portrait miniature sur le bureau. Gardez ceci. Comparez-le avec la fille. Assurez-vous qu'il s'agit bien d'elle. Je reviendrai dans une semaine pour connaître votre décision. Après le départ de l'avocat, Thomas resta prostré dans son bureau pendant des heures. La nuit tomba et il alluma une lampe, le portrait miniature posé devant lui. Les traits d'Amélie le fixaient avec une expression sereine, presque moqueuse. Il repensa à tous les moments depuis son achat. Son regard intelligent,
son maintien aristocratique malgré l'humiliation, sa maîtrise du français. Tout prenait sens maintenant. Mais que devait-il faire? La question le torturait. D'un côté, révéler la vérité serait l'acte honorable, celui qu'un homme de principe devrait accomplir sans hésitation. De l'autre, une voix insidieuse murmurait dans son esprit « 300 000 francs, 60 000 dollars, une fortune qui pourrait transformer ta vie. » Il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'il osait à peine s'avouer. Depuis l'arrivée d'Amélie, la solitude qui l'écrasait depuis la mort de sa femme s'était atténuée. Il se surprenait à guetter sa présence, à écouter sa voix lorsqu'elle parlait doucement avec Martha dans la cuisine. Cette attraction le troublait profondément, car elle était non seulement socialement impossible, mais maintenant chargée d'implications encore plus complexes, sombres du passé. Les jours suivants furent pour Thomas une descente dans un labyrinthe moral dont il ne trouvait pas l'issue. Il observait Amélie avec une intensité nouvelle, cherchant dans chaque geste, chaque expression, une confirmation ou une réfutation de son identité. Elle, de son côté, semblait percevoir ce changement d'attitude. Leurs regards se croisaient parfois, et Thomas avait l'impression troublante qu'elle lisait dans ses pensées, qu'elle savait qu'il savait. Un soir, incapable de supporter plus longtemps le poids de ce secret, Thomas demanda à Amélie de venir dans son bureau après le dîner. Lorsqu'elle entra, elle ne montra aucune surprise ni appréhension. Elle se tint debout devant son bureau, les mains croisées devant elle, le regard calme. Thomas prit le portrait miniature et le plaça devant elle. « Connaissez-vous cette image ?» Amélie regarda le portrait longuement, sans un mot. Ses mâchoires se crispèrent imperceptiblement. Puis elle leva les yeux vers Thomas et dit simplement « C'était il y a longtemps. Une autre vie. »« Alors c'est vraiment vous, » murmura Thomas. « Vous êtes Amélie Cécile de Valcourt. » Elle ne confirma ni ne nia. « Qu'attendez-vous de moi, monsieur Caldwell? Une confession? Des remerciements pour m'avoir acheté à vil prix ?» La pointe d'amertume dans sa voix le piqua au vif. « Je veux comprendre. Comment êtes-vous passé de cela ?» Il désigna le portrait. « À ce que j'ai vu lors de cette vente aux enchères. » Amélie détourna le regard vers la fenêtre, où la nuit tropicale bourdonnait d'insectes. « Ma mère et moi vivions à Port-au-Prince. Elle était une femme libre, éduquée, respectée malgré sa couleur. Mon père, Henri de Valcourt, nous rendait visite quand il le pouvait. Il promettait toujours de m'emmener en France, de me donner son nom légalement. Mais les promesses sont faciles quand on n'a pas l'intention de les tenir. » Elle marqua une pause, sa voix se durcissant. « Quand les troubles ont commencé, quand les anciens esclaves se sont révoltés et que le sang a coulé dans les rues, mon père a fui comme un lâche. Il nous a laissés seuls, sans protection. Ma mère a vendu tout ce qu'elle possédait pour acheter notre passage sur un navire, n'importe lequel qui acceptait de nous prendre. Nous sommes tombés sur un capitaine qui a pris notre argent, puis nous a vendus à un marchand d'esclaves, lorsque nous avons fait escale dans les Caraïbes. » Thomas écoutait, horrifié par le récit. « Et votre mère, morte, » dit Amélie d'une voix blanche, « de fièvre dans la cale d'un navire qui nous transportait vers Charleston. Elle est morte en me tenant la main, en murmurant que je devais survivre, que je devais un jour reprendre ce qui m'appartenait. » Elle se tourna vers Thomas, les yeux brillants mais sans larmes. Voilà comment une héritière française devient une esclave vendue pour 5 $. Le silence qui suivit fut chargé d'émotions contradictoires. Thomas se sentait écrasé par la culpabilité, l'horreur de ce qu'il venait d'entendre, mais aussi par une fascination malsaine pour cette femme qui avait survécu à tant d'épreuves. Robert Henley, l'avocat qui est venu ici, cherche à vous retrouver pour vous remettre votre héritage. Votre père est mort et vous a nommé comme seule héritière. » Amélie eut un rire bref, sans joie. Comme c'est généreux de sa part. Il m'abandonne vivante, puis me donne sa fortune quand il est mort. Je suppose que cela apaise sa conscience pour l'éternité. Vous pourriez être libre, dit Thomas avec urgence, immensément riche.
Retourner en France, reprendre votre place dans la société. Et que devrais-je faire en échange? Demanda-t-elle, le fixant avec une intensité dérangeante. Vous remercier pour votre magnanimité? Vous offrir une récompense pour votre honnêteté? Thomas rougit. Je ne vous demande rien. Je veux simplement faire ce qui est juste. Amélie s'approcha lentement de son bureau, posa ses mains à plat sur le bois poli. Monsieur Caldwell, vous ne savez pas ce que vous voulez. Depuis que cet avocat est venu, je vous observe. Vous êtes déchiré entre votre conscience et votre intérêt. Vous vous demandez si vous devriez me libérer ou me garder. Et il y a autre chose aussi, n'est-ce pas? Quelque chose que vous n'osez même pas vous avouer. Elle était si proche maintenant que Thomas pouvait sentir son parfum, un mélange subtil de savon et de quelque chose de plus profond, d'indéfinissable. Il se leva brusquement, reculant comme si elle l'avait brûlé. C'est inapproprié. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas. Ne pouvons pas quoi? Murmura-t-elle. Reconnaître la vérité? Vous êtes seul, monsieur Caldwell, veuf, sans héritier, isolé dans cette plantation. Et je suis une femme qui n'a plus rien à perdre, mais qui pourrait avoir beaucoup à gagner. Thomas sentit le vertige le saisir. Cette conversation prenait un tour qu'il n'avait pas anticipé. Que suggérez-vous exactement? Amélie se redressa, son expression redevenant neutre. Je suggère que nous réfléchissions ensemble à ce qui serait le mieux pour nous deux. Vous possédez mon destin dans vos mains, monsieur Caldwell. Mais je possède peut-être aussi quelque chose que vous désirez. Une alliance pourrait nous être mutuellement bénéfique. Avant que Thomas puisse répondre, des bruits de pas pressés résonnèrent dans le couloir. Martha apparut à la porte, le visage inquiet. Monsieur Caldwell, il y a un problème. Monsieur Briggs vient de découvrir que 3 esclaves ont tenté de s'enfuir cette nuit. Il les a rattrapés, mais il est dans une rage terrible. Thomas soupira, le moment étrange rompu. J'arrive. Il se tourna vers Amélie. Nous reprendrons cette conversation. Retournez à vos quartiers. Elle acquiesça et quitta la pièce avec la même grâce silencieuse qu'elle avait en entrant. Thomas resta un moment immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Amélie lui avait-elle fait une proposition? Et si oui, laquelle exactement? L'incertitude le rongeait. L'incident avec les esclaves fugitifs occupa Thomas une bonne partie de la nuit. Briggs, le contremaître, voulait faire un exemple public, administrer une punition sévère pour dissuader toute future tentative d'évasion. Thomas, dégoûté par la violence mais conscient des attentes sociales de son rôle de planteur, finit par autoriser une punition modérée au grand mécontentement de Briggs. Cette nuit-là, incapable de dormir, Thomas repensa aux paroles d'Amélie. Une alliance mutuellement bénéfique. Qu'entendait-elle par là? Un mariage secret? Une association financière une fois qu'elle aurait récupéré son héritage? Ou quelque chose de plus sombre, une manipulation dont il serait la victime? Les jours passèrent, et Thomas reporta continuellement sa rencontre avec Robert Henley. L'avocat envoya plusieurs messages, de plus en plus pressants, mais Thomas trouvait toujours une excuse pour retarder. Pendant ce temps, sa relation avec Amélie évoluait de manière étrange et troublante. Elle continuait à travailler aux cuisines, mais Thomas trouvait des prétextes pour la faire venir au bureau, lui demandant de l'aide pour des tâches administratives, prétextant que son éducation pourrait être utile. Amélie acceptait sans commentaire, accomplissant chaque tâche avec une efficacité qui confirmait son éducation raffinée. Leurs conversations, d'abord formelles, devinrent progressivement plus personnelles. Thomas lui parla de sa femme décédée, de sa solitude, de ses doutes sur le monde dans lequel il vivait. Amélie, à son tour, partagea des fragments de sa vie avant la catastrophe. Son éducation auprès de tuteurs français, les soirées musicales avec sa mère, les espoirs qu'elle nourrissait pour son avenir. Une intimité dangereuse s'installait entre eux, une complicité qui transcendait les barrières sociales et légales. Thomas se rendait compte qu'il était en train de tomber amoureux, un sentiment qu'il savait absurde, impossible et potentiellement destructeur. Mais il ne pouvait s'en empêcher. Amélie, de son côté, restait énigmatique. Parfois, elle se montrait chaleureuse, presque affectueuse. D'autres fois,
Thomas percevait dans son regard une froideur calculatrice qui le glaçait. Il ne savait jamais si elle ressentait véritablement quelque chose pour lui ou si elle jouait un jeu complexe dont il ne comprenait pas les règles. Un mois après la visite de Henley, Samuel Briggs vint trouver Thomas avec une expression inquiète. « Monsieur Caldwell, je dois vous parler en privé. C'est au sujet de cette fille, Amélie. » Thomas sentit son estomac se nouer. « Qu'y a-t-il » ? Elle pose des questions, dit Briggs. Elle parle avec les autres esclaves. Veut savoir qui sont vos associés, vos créanciers, vos relations d'affaires. Martha m'a dit qu'elle avait trouvé Amélie en train de fouiller dans votre bureau l'autre jour, prétendant chercher un livre. Thomas tenta de masquer son malaise. Amélie est éduquée. Il est naturel qu'elle cherche à occuper son esprit. Briggs secoua la tête. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cette fille n'est pas ce qu'elle semble être. Il y a quelque chose de calculé dans son comportement. Et j'ai entendu des rumeurs en ville. Des gens posent des questions sur vous, sur vos récents achats. Quel genre de gens? Des étrangers, certains parlent français. Un homme en particulier qui prétend être un enquêteur privé a été vu dans plusieurs plantations de la région montrant un portrait miniature et demandant si quelqu'un a vu la femme représentée. Thomas sentit la panique monter. D'autres cherchaient Amélie. Le secret ne pourrait pas être gardé indéfiniment. Il devait prendre une décision, et rapidement. Si cette histoire vous glace le sang et que vous voulez connaître la suite, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Thomas va-t-il révéler le secret d'Amélie ou succomber à la tentation de la garder? Et maintenant, retournons dans cette plantation où les secrets commencent à échapper à tout contrôle. Ce soir-là, Thomas convoqua Amélie dans son bureau pour ce qu'il savait être une confrontation inévitable. Lorsqu'elle entra, il nota qu'elle portait une robe que Martha lui avait confectionnée, simple mais bien coupée, qui accentuait l'élégance naturelle de sa silhouette. Les cicatrices sur son visage semblaient s'être encore atténuées, ou peut-être s'était-il simplement habitué à les voir. « Asseyez-vous », dit-il, désignant le fauteuil en face de son bureau. Amélie obéit, le regardant avec cette expression calme et attentive qui le troublait tant. Thomas prit une profonde inspiration. « Des enquêteurs vous recherchent. Ils montrent votre portrait dans la région. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent ici. »« Je sais, » dit-elle simplement. « Vous savez ?» Thomas se pencha en avant. « Comment pouvez-vous savoir ?»« Parce que j'ai envoyé un message, » répondit Amélie avec un léger sourire. « Il y a 2 semaines, j'ai écrit une lettre à l'un des exécuteurs testamentaires de mon père à Paris, leur donnant ma localisation exacte. Elle devrait arriver dans les prochains jours. » Thomas sentit le sol se dérober sous lui. « Vous avez fait quoi? Comment avez-vous pu... Quand... Vous me sous-estimez, monsieur Caldwell, » dit-elle doucement. « Vous m'avez donné accès à votre bureau, à votre papier à lettres, à vos cachets. Vous pensiez que j'étais simplement reconnaissante de votre gentillesse. Mais j'ai toujours su ce que je faisais. » La colère monta en Thomas, mêlée à une sensation de trahison. Alors, tout cela était un jeu. Nos conversations, cette intimité que j'ai cru percevoir. Amélie se leva et s'approcha de lui, son expression se radoucissant légèrement. Non, ce n'était pas qu'un jeu. Vous êtes un homme bon, Thomas, meilleur que la plupart. Vous auriez pu me garder en esclavage, profiter de ma situation. Au lieu de cela, vous avez hésité, vous vous êtes débattu avec votre conscience. Cela compte. Elle posa une main sur la joue de Thomas, un geste d'une intimité choquante dans le contexte. Mais je ne peux pas dépendre de la bonté d'un homme, aussi réelle soit-elle. J'ai survécu trop longtemps, perdu trop de choses. Je dois reprendre ce qui m'appartient, par mes propres moyens. Thomas attrapa son poignet, non pas pour l'éloigner, mais pour la maintenir proche. Et moi, que vais-je devenir dans tout cela? Quand ils viendront vous chercher, que se passera-t-il? Cela dépend de vous, murmura Amélie. Vous pouvez coopérer pleinement, expliquer que vous ignoriez mon identité jusqu'à la visite de Henley. Vous serez probablement récompensé pour votre honnêteté. Ou, elle se rapprocha encore, leur visage à quelques pouces l'un de l'autre. Ou vous pouvez venir avec moi, en France, en tant que mon conseiller, mon protecteur, peut-être plus.
J'aurai besoin d'alliés dans un monde qui ne m'acceptera pas facilement. Une femme de couleur, même riche, reste une femme de couleur. Mais avec un homme respectable à mes côtés, un Américain éduqué et de bonne famille. Thomas comprit enfin. Vous me proposez un arrangement. Un mariage de convenance. Pas seulement de convenance, dit-elle, en se reculant légèrement. Il y a quelque chose de réel entre nous, Thomas. Je ne peux pas promettre un amour passionné, mais je peux offrir un respect mutuel, une association qui pourrait nous bénéficier tous les deux. Vous êtes seul ici, sans héritier, avec une plantation qui vous pèse. En France, avec une part de ma fortune, vous pourriez recommencer, vivre comme vous le souhaitez vraiment. C'était une proposition audacieuse, presque incroyable. Thomas sentit son esprit tourner, pesant les implications. S'il acceptait, il devrait abandonner sa vie ici, sa réputation, tout ce qu'il connaissait. Mais en échange, il gagnerait... quoi exactement? Une fortune partagée? Une compagne énigmatique qui pourrait être sincère ou manipulatrice? Une nouvelle vie en Europe, loin des contradictions morales du Sud? Avant qu'il ne puisse répondre, des coups violents retentirent à la porte d'entrée. Des voix graves résonnèrent dans le hall. Thomas et Amélie se séparèrent vivement, échangeant un regard alarmé. Martha apparut, le visage pâle. « Monsieur Caldwell, il y a des hommes dehors. Ils disent être des agents fédéraux. Ils ont des documents officiels et demandent à vous voir immédiatement. » Le cœur de Thomas battait la chamade. « Faites-les entrer dans le salon, j'arrive dans un instant. » Il se tourna vers Amélie. « Montez dans votre chambre et n'en sortez pas jusqu'à ce que je vienne vous chercher. » Pour une fois, Amélie obéit sans discuter, disparaissant par la porte arrière. Thomas prit quelques secondes pour se composer, puis se dirigea vers le salon où 3 hommes l'attendaient. Le premier, un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux grisonnants et un costume impeccable, se présenta comme Charles Davison, agent du département du Trésor des États-Unis. Les 2 autres, plus jeunes et d'allure militaire, restèrent en retrait, les mains près de leurs armes. « Monsieur Caldwell, » commença Davison d'un ton formel, « nous sommes ici dans le cadre d'une enquête concernant le marchand d'esclaves Nathaniel Crowe. Il est soupçonné de trafic illégal de personnes libres, de falsification de documents et de plusieurs autres crimes graves. Nous avons des raisons de croire que vous avez effectué un achat auprès de lui il y a environ 6 semaines. » Thomas sentit la sueur perler sur son front. « En effet, j'ai acheté une esclave lors d'une vente aux enchères à Charleston, un achat parfaitement légal et documenté. » « La légalité de votre achat n'est pas en question pour le moment, » dit Davison. « Nous enquêtons sur la provenance de la marchandise de Crowe. Plusieurs familles ont porté plainte, affirmant que leurs proches, des personnes libres, ont été kidnappées et vendues frauduleusement. Pourriez-vous nous décrire la personne que vous avez achetée ?» Thomas hésita. S'il décrivait Amélie, cela pourrait déclencher une série d'événements qu'il ne pourrait pas contrôler. Mais mentir à des agents fédéraux était un crime sérieux. Une jeune femme d'environ 20 ans, métisse, portant des cicatrices faciales. Elle se nomme Amélie. Davison échangea un regard avec ses collègues. « Nous aimerions la voir, si c'est possible. »« Pourquoi ?» demanda Thomas, tentant de gagner du temps. « Parce que nous avons reçu une déposition d'une femme de Charleston, affirmant que sa fille, une personne libre éduquée en France, a été kidnappée il y a 2 ans et vendue par Crowe. La description correspond à celle que vous venez de donner. » Le monde de Thomas bascula. Une déposition? De qui? La mère d'Amélie était morte, à moins que... Qui a déposé cette plainte? Une certaine Madame Louise Beaumont, répondit Davison. Elle prétend être la mère de la jeune femme en question. Elle affirme avoir survécu à sa maladie et avoir passé 2 ans à rechercher sa fille. Thomas sentit ses jambes faiblir. Si la mère d'Amélie était vivante, si elle avait porté plainte, alors toute l'histoire qu'Amélie lui avait racontée était-elle vraie? Ou contenait-elle des mensonges? Et pourquoi Amélie ne lui avait-elle jamais mentionné que sa mère pourrait être vivante? « Je vais chercher la jeune femme, » dit-il d'une voix rauque. « Attendez ici. » Il monta rapidement à l'étage, son esprit en tumulte.
Lorsqu'il entra dans la chambre qu'Amélie occupait, il la trouva debout près de la fenêtre, regardant dehors vers les terres obscures de la plantation. « Votre mère est vivante, » dit-il sans préambule. « Elle a porté plainte contre Crow. Les agents fédéraux sont en bas et veulent vous voir. » Amélie se retourna lentement. Son expression était indéchiffrable. « Ma mère, » murmura-t-elle. « Je l'ai crue morte. Je l'ai tenue dans mes bras, sentie devenir froide. »« Apparemment, elle a survécu, » dit Thomas, s'approchant d'elle. « Amélie, pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il y avait une possibilité qu'elle soit en vie ?»« Parce que je ne le savais pas, » répondit-elle. Et pour la première fois, Thomas vit de vraies larmes dans ses yeux. « Je vous ai dit la vérité telle que je la connaissais. Quand je l'ai laissée, elle était mourante. Comment aurait-elle pu ?» Elle s'interrompit, secouant la tête. « Peu importe. Si elle est en vie, alors tout change. Je dois la voir. Immédiatement. » Thomas la retint par le bras. « Attendez. Si vous descendez maintenant et confirmez votre identité, les agents vont vous emmener. Ils vont enquêter, vérifier votre histoire. Cela pourrait prendre des semaines, des mois. Et pendant ce temps, votre héritage en France, mon héritage peut attendre, » dit Amélie fermement. « Ma mère ne peut pas. » Elle se libéra doucement de son emprise. « Vous avez votre réponse, Thomas. Je choisis la vérité, même si elle est inconfortable. » Elle descendit les escaliers avec une dignité qui impressionna Thomas. Lorsqu'elle entra dans le salon, les trois agents se levèrent. Davison la regarda attentivement, sortit un papier de sa poche avec une description détaillée, compara. « Mademoiselle, comment vous appelez-vous »« Amélie Cécile de Valcourt », répondit-elle clairement, fille de Louise Beaumont et d'Henri de Valcourt. « J'ai été kidnappée avec ma mère il y a 2 ans à Port-au-Prince et vendue comme esclave. Si ma mère est vivante, je veux la voir immédiatement. » Davison hocha la tête, une expression de satisfaction sur son visage. « Votre mère est actuellement à Charleston, sous notre protection. Elle sera soulagée d'apprendre que vous êtes en vie. Monsieur Caldwell, nous devons emmener cette jeune femme pour vérification d'identité et déposition officielle. Je dois vous informer que si son statut de personne libre est confirmé, votre achat sera annulé et les $5 que vous avez payés vous seront remboursés. » Thomas hocha la tête, incapable de parler. Il regarda Amélie se préparer à partir, enveloppée dans un châle que Martha lui avait apporté. Avant de franchir la porte, elle se retourna vers lui. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout. » Puis elle disparut dans la nuit, escortée par les agents fédéraux. Thomas resta debout dans le hall vide, écoutant le bruit des chevaux s'éloigner. Samuel Briggs apparut dans l'ombre, le visage sombre. « Eh bien, monsieur Caldwell, il semble que votre investissement de $5 vient de partir. J'espère que vous n'aviez pas développé d'attachement excessif. » Thomas ne répondit pas. Il retourna dans son bureau, ferma la porte et s'assit lourdement. Le portrait miniature d'Amélie était toujours sur son bureau, la fixant avec ses yeux peints. Il le prit dans ses mains, le serra fort, puis le rangea dans un tiroir qu'il verrouilla. Cette nuit-là fut la plus longue de sa vie. Les semaines qui suivirent le départ d'Amélie furent pour Thomas une période d'attente insupportable. Il n'avait aucune nouvelle directe, seulement des rumeurs et des bribes d'informations glanées en ville. L'affaire Crow devenait un scandale majeur dans toute la Caroline du Sud. Le marchand avait été arrêté et plusieurs de ses victimes identifiées. Le procès promettait d'être retentissant. Mais ce n'était pas l'affaire Crow qui obsédait Thomas. C'était Amélie. Était-elle vraiment avec sa mère? Avait-elle confirmé son identité? Pensait-elle encore à lui, ou l'avait-elle déjà oublié comme un épisode désagréable mais nécessaire de sa vie? Un matin, environ 3 semaines après son départ, Thomas reçut une lettre. Le cachet était français, l'écriture élégante. Son cœur bondit. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Monsieur Caldwell », commençait la lettre, « je vous écris de Charleston, où je suis actuellement avec ma mère. Notre réunion a été au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Elle m'a raconté comment elle a survécu, comment elle m'a cherché sans relâche. Les détails sont longs et émotionnels, je vous les épargne pour le moment.
L'enquête sur mon identité progresse bien. Les documents que mon père a laissés en France ont été transmis aux autorités américaines. Robert Henley, l'avocat que vous avez rencontré, est maintenant officiellement mon représentant légal. Il estime que dans quelques mois, toutes les formalités seront réglées et je pourrai voyager en France pour réclamer mon héritage. Ma mère souhaite m'accompagner, bien sûr. Nous partirons ensemble, recommençant la vie que nous avions espérée il y a si longtemps. C'est une perspective à la fois excitante et terrifiante. Je pense souvent à nos conversations dans votre bureau, au silence chargé de sens que nous partagions. Vous m'avez traité avec une dignité que peu d'hommes dans votre position auraient manifestée. Pour cela, je vous serai toujours reconnaissante. Mais je dois aussi être honnête avec vous, Thomas. Je ne sais pas si ce que j'ai ressenti dans votre maison était réel ou simplement le produit de circonstances extraordinaires. J'étais désespéré, vulnérable, cherchant n'importe quel moyen de reprendre le contrôle de ma vie. Vous représentiez une possibilité, un chemin potentiel vers la liberté. Maintenant que cette liberté est assurée par d'autres moyens, je dois me demander, qu'est-ce qui était vrai dans nos interactions? Ai-je manipulé vos sentiments? Avez-vous été attiré par moi ou par l'idée de moi? Ce sont des questions auxquelles ni vous ni moi ne pouvons probablement répondre honnêtement. Je quitterai l'Amérique dans environ 2 mois. Si vous souhaitez me revoir avant mon départ, vous êtes le bienvenu à Charleston. Mais je comprendrais également si vous préfériez ne pas le faire, si vous décidiez que ce chapitre de votre vie est mieux refermé. Avec toute ma considération et mon respect, Amélie. Thomas relut la lettre plusieurs fois, analysant chaque mot, chaque virgule, cherchant des significations cachées. L'invitation était claire, mais ambiguë. Voulait-elle vraiment qu'il vienne, ou était-ce simplement une politesse? Et s'il y allait, que trouverait-il? Une femme transformée par sa liberté retrouvée, peut-être déjà indifférente à lui. Il passa plusieurs jours à peser sa décision. Samuel Briggs, observant son employeur devenir de plus en plus distrait et mélancolique, finit par lui dire brutalement « Si vous avez des sentiments pour cette fille, monsieur Caldwell, allez la voir. Ne passez pas le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu être. » C'était peut-être la première fois que Briggs disait quelque chose de sage. Thomas décida de partir pour Charleston. Le voyage dura 2 jours. Lorsqu'il arriva dans la ville portuaire, il se rendit d'abord à l'adresse que Robert Henley lui avait donnée, une maison respectable dans un quartier où vivaient des gens de couleur libres et prospères. C'était un monde que Thomas connaissait peu, et il se sentit immédiatement mal à l'aise, conscient de son statut d'étranger. Henley le reçut dans son bureau avec une courtoisie professionnelle. « Monsieur Caldwell, je suis heureux de vous voir. Mademoiselle de Valcourt a mentionné que vous pourriez venir. » « Comment va-t-elle » demanda Thomas sans préambule. « Bien, très bien en fait. La réunion avec sa mère a été profondément guérisseuse pour elle, et la perspective de récupérer son héritage lui donne une nouvelle énergie. » Henley marqua une pause. « Mais elle reste compliquée. Elle ne parle pas beaucoup de son temps dans votre plantation. Je ne sais pas si c'est trop douloureux ou si elle préfère simplement tourner la page. Puis-je la voir ?» Henley hésita. « Elle loge chez sa mère, à quelques rues d'ici. Mais je dois vous prévenir, monsieur Caldwell. Vous allez la trouver changée. La liberté transforme les gens. Et puis... » Il sembla chercher ses mots. Il y a eu des complications. Le cœur de Thomas se serra. Quel genre de complications? Des complications familiales, dit Henley évasivement. Il vaut mieux qu'elle vous explique elle-même. Je vais envoyer un message pour annoncer votre visite. Revenez demain après-midi. Cette nuit-là, Thomas dormit peu dans sa chambre d'hôtel, imaginant toutes sortes de scénarios. Quelles complications familiales? Amélie était-elle malade? Avait-elle changé d'avis concernant son héritage? Ou pire, avait-elle trouvé quelqu'un d'autre, un prétendant plus approprié à sa nouvelle situation? Le lendemain, à l'heure convenue, Thomas se présenta à la porte d'une maison modeste, mais bien entretenue. Ce fut Louise Beaumont qui lui ouvrit. C'était une femme d'environ 45 ans, belle malgré les épreuves qui marquaient son visage.
On voyait immédiatement d'où Amélie tenait ses traits délicats et son port altier. « Monsieur Caldwell, dit-elle avec un accent français prononcé, ma fille m'a beaucoup parlé de vous. Entrez, s'il vous plaît. » Il la suivit dans un salon simplement meublé, mais impeccablement tenu. Amélie était assise près de la fenêtre, vêtue d'une robe bleue qui accentuait l'éclat retrouvé de sa peau. Lorsqu'elle le vit, elle se leva, et Thomas nota qu'elle semblait hésitante, presque nerveuse. « Thomas, dit-elle simplement, vous êtes venu. Vous m'avez invité, répondit-il, conscient de la présence de Louise qui les observait attentivement. Louise prit la parole. « Je vais vous laisser parler en privé. Mais d'abord, monsieur Caldwell, je tiens à vous remercier. Ma fille m'a dit que vous l'avez traitée avec respect et dignité pendant qu'elle était sous votre autorité. Dans les circonstances, c'était loin d'être garanti. Vous avez ma gratitude. » Après son départ, un silence inconfortable s'installa. Amélie et Thomas se regardaient, ne sachant par où commencer. Finalement, ce fut Amélie qui parla. « Vous avez bonne mine. La plantation vous réussit. »« Ne faisons pas de politesse superficielle, » dit Thomas plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Henley a mentionné des complications. De quoi s'agit-il? Amélie soupira, se rassit et fit signe à Thomas de prendre place en face d'elle. « Vous vous souvenez que je vous ai dit que mon père était mort sans héritier légitime apparent? C'était ce que je croyais, ce que tout le monde croyait. Mais il y a 2 jours, nous avons appris qu'Henri de Valcourt avait un fils légitime né d'un mariage contracté en France. » Thomas sentit le sol se dérober. « Un fils légitime? Mais alors mon statut d'héritière est contesté, » termina Amélie amèrement. Ce fils, un certain François de Valcourt, âgé de 28 ans, a produit des documents prouvant son identité et revendique la totalité de l'héritage. Il prétend que le testament mentionnant une fille illégitime issue d'une liaison avec une femme de couleur est non seulement scandaleux, mais aussi juridiquement contestable selon les lois françaises. « C'est impossible !» s'exclama Thomas. « Votre père vous a reconnu dans son testament. Les documents existent. » « Les documents existent, » confirma Amélie. Mais François argue que son père était sénile lorsqu'il les a rédigés, influencé par la culpabilité et la maladie. Il a trouvé des médecins prêts à témoigner que Henri de Valcourt souffrait de démence dans ces derniers mois. « C'est une manœuvre légale cynique, » dit Thomas avec colère. « Il essaie simplement de vous voler ce qui vous revient de droit. » Amélie eut un sourire triste. « Bienvenue dans le monde des successions et des fortunes, Thomas. L'argent révèle toujours le pire chez les gens. François n'est probablement pas plus mauvais que d'autres. Il voit simplement une menace à son héritage et agit pour la neutraliser. Que comptez-vous faire? »« Me battre, » dit-elle avec une détermination qui rappela à Thomas la femme qu'il avait vue lors de leur première conversation dans son bureau. Henley dit que nous avons de bonnes chances si nous allons en France et contestons directement devant les tribunaux. Les lettres de mon père sont très claires sur ses intentions. Mais cela prendra du temps, des mois, peut-être des années. Et beaucoup d'argent pour les avocats. « Combien ?» demanda Thomas. Amélie le regarda avec surprise. « Pourquoi cette question? Combien d'argent vous faudrait-il pour mener ce combat légal en France ?» Elle hésita. Henley estime qu'il faudrait au moins 5 000 $ pour couvrir les frais initiaux, les voyages, les honoraires des avocats français. C'est une somme considérable. Ma mère et moi n'avons presque rien. Nous vivons actuellement de la charité de quelques amis. Thomas réfléchit rapidement. Sa plantation valait environ 15 000 $. S'il la vendait, il pourrait facilement avancer la somme nécessaire. Mais était-ce de la folie? Investir sa fortune dans un combat juridique incertain pour une femme qu'il connaissait à peine, qu'il avait peut-être manipulée. Pourtant, en la regardant maintenant, Thomas vit quelque chose qui balaya ses doutes. Il vit une femme courageuse qui avait survécu à l'inimaginable, qui se battait pour reprendre une dignité qu'on lui avait volée. Et il vit aussi, même s'il n'osait pas l'admettre complètement, une chance de donner un sens à sa propre vie. « Je vous prêterai l'argent », dit-il finalement. Amélie le fixa incrédule. « Vous ne pouvez pas être sérieux, c'est une fortune. Vous risqueriez tout pour une cause qui pourrait échouer ?
Je ne la perds pas si la cause échoue, dit Thomas. Je vais mettre une condition à ce prêt. Amélie se raidit. Laquelle? Que je vienne avec vous en France en tant que votre conseiller et protecteur. Pas comme votre propriétaire, bien sûr, s'empressa-t-il d'ajouter, mais comme votre partenaire dans cette entreprise. Si vous gagnez, vous me rembourserez les 5 000 $ avec un intérêt raisonnable. Si vous perdez, eh bien, nous aviserons. Amélie se leva, s'approcha de lui. Pourquoi feriez-vous cela, Thomas? Par pitié? Par culpabilité? Ou parce que vous espérez encore quelque chose de moi? Thomas se leva à son tour, la regardant dans les yeux. Peut-être un peu de tout cela, mais surtout parce que je crois que vous méritez cette chance. Et parce que... Il hésita, puis décida de dire la vérité. Parce que l'idée de vous voir partir et de ne jamais savoir ce qui vous est arrivé me serait insupportable. Le silence qui suivit fut chargé d'émotions complexes. Amélie tendit la main, toucha légèrement le visage de Thomas. « Vous êtes un homme étrange, Thomas Caldwell. Trop bon pour ce monde cruel. Alors, acceptez-vous mon offre ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Louise entra précipitamment, le visage pâle. « Amélie, il y a des hommes dehors. Ils se présentent comme des représentants de François de Valcourt. Ils ont des documents légaux et disent qu'ils doivent te parler immédiatement. » L'atmosphère dans le petit salon devint électrique. Amélie échangea un regard avec sa mère, puis avec Thomas. « Faites-les entrer, » dit-elle d'une voix ferme. « Autant entendre ce qu'ils ont à dire. » 2 hommes entrèrent. Le premier était un avocat français d'une 50aine d'années, vêtu avec une élégance austère, qui se présenta comme maître Philippe Beaumont, pas de relation avec Louise. Le second était plus jeune, un clerc qui transportait une mallette en cuir pleine de documents. « Mademoiselle, » commença Beaumont, cherchant visiblement le bon titre, « Mademoiselle Amélie. Je représente Monsieur François de Valcourt, fils légitime et seul héritier légal de feu Henri de Valcourt. Je suis venu vous présenter une proposition de règlement à l'amiable qui éviterait à tous les partis concernés un procès long, coûteux et potentiellement désastreux pour votre réputation. »« Ma réputation ?» répéta Amélie avec un rire sans joie. « J'ai été esclave, maître. Ma réputation ne peut guère être plus endommagée. » Beaumont eut la décence de paraître gêné. Néanmoins, un procès public révélerait des détails de votre vie personnelle, de celle de votre mère, et de la liaison de feu Monsieur de Valcourt, qui pourrait être pénible. Mon client souhaite éviter cela autant pour votre bien que pour le sien. Quelle est votre proposition ? Demanda Robert Henley, qui était arrivé entre-temps, alerté par un message de Louise. Beaumont ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Monsieur de Valcourt est prêt à offrir à mademoiselle Amélie la somme de 15 000 francs, soit environ 3 000 $ américains, à titre de reconnaissance des circonstances difficiles qu'elle a endurées. En échange, elle renoncera à toute revendication sur l'héritage de Henri de Valcourt et signera un document attestant qu'elle ne le contestera jamais juridiquement. Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Ce fut Thomas qui parla en premier. 3 000 $. L'héritage total est estimé à 300 000 francs, soit 60 000 $. Vous offrez 5% de la valeur totale pour qu'elle abandonne ses droits légitimes? C'est une insulte. Beaumont se tourna vers Thomas, l'évaluant du regard. Et vous êtes? Thomas Caldwell, un ami de la famille. Un ami, répéta Beaumont avec un sourire entendu. Bien sûr. Monsieur Caldwell, vous devez comprendre que la position légale de mademoiselle Amélie est extrêmement faible. Elle est illégitime, fille d'une femme de couleur et d'un aristocrate français. Même si le testament la mentionne, les lois françaises sur l'héritage favorisent lourdement les héritiers légitimes mâles. Un procès pourrait facilement se terminer avec elle, ne recevant rien du tout. Ou elle pourrait gagner et obtenir tout ce qui lui revient de droit, contra Henley. Si vous étiez si confiant dans la position de votre client, vous ne seriez pas ici à proposer un règlement. Beaumont serra les lèvres. Très bien. Je peux peut-être monter à 20 000 francs, 4 000 $. C'est ma dernière offre. Amélie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se leva.
Sa posture était droite, son regard inflexible. Dites à votre client que je refuse son offre. Mon père m'a reconnu dans son testament, et j'ai l'intention de faire valoir mes droits devant les tribunaux français. S'il veut me contester, qu'il se prépare à un combat. Beaumont la regarda avec ce qui ressemblait à du respect, mêlé d'exaspération. Vous faites une grave erreur, mademoiselle. François de Valcourt est un homme puissant en France. Il a des relations, de l'influence. Il peut rendre votre vie très difficile. Ma vie a déjà été extrêmement difficile, maître, répondit Amélie froidement. Les menaces ne m'impressionnent pas. Beaumont soupira, rangea ses documents. Très bien. Mais ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Il se leva, salua sèchement et quitta la maison avec son clerc. Après leur départ, Amélie se laissa tomber sur sa chaise, tremblante de rage et d'adrénaline. Louise vint s'asseoir à côté d'elle, lui prenant la main. « Tu as fait le bon choix, ma fille. Nous ne nous laisserons pas intimider. » Thomas s'approcha, s'agenouilla devant Amélie pour être à sa hauteur. « Vous avez été magnifique. Mais vous réalisez que cela signifie que nous devons partir pour la France le plus tôt possible, avant que François ne trouve d'autres moyens de compliquer les choses. » Amélie hocha la tête. « Je sais. Henley, pouvez-vous arranger notre passage ? Pour ma mère, Thomas et moi. » Henley sembla surpris. « Vous êtes tous les trois décidés à y aller ? » « Nous le sommes, » confirma Thomas. « Je vendrai ma plantation et j'arrangerai mes affaires. Donnez-moi 2 semaines. » Ce qui suivit fut une période de frénésie organisée. Thomas retourna à sa plantation et la mit en vente. Samuel Briggs, comprenant que son employeur était sérieux, négocia avec plusieurs acheteurs potentiels. La vente se fit rapidement, à un prix légèrement inférieur à la valeur marchande, mais suffisant pour fournir à Thomas le capital nécessaire. Les esclaves de la plantation furent transférés aux nouveaux propriétaires, à l'exception de Martha, que Thomas affranchit légalement et à qui il donna assez d'argent pour qu'elle puisse vivre confortablement. Elle pleura en le remerciant, et pour la première fois, Thomas réalisa l'absurdité du système dans lequel il avait vécu toute sa vie. À Charleston, Amélie et Louise préparaient leur départ. Robert Henley avait réservé 3 passages sur un navire marchand qui partait pour Le Havre dans 3 semaines. Il avait également contacté des avocats français réputés qui acceptaient de prendre le cas d'Amélie, moyennant des honoraires conséquents que Thomas s'engageait à couvrir. La veille du départ, Thomas, Amélie et Louise dînèrent ensemble dans la maison. C'était un repas simple mais chargé d'émotions. Louise regardait sa fille et Thomas avec une expression difficile à déchiffrer. « Monsieur Caldwell, » dit-elle finalement, « je dois vous poser une question directe. Quelles sont vos intentions concernant ma fille ?» Le silence qui suivit fut pesant. Amélie rougit légèrement, mais ne détourna pas le regard de Thomas. Celui-ci prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Madame Beaumont, je ne vais pas prétendre que mes sentiments pour votre fille sont purement platoniques ou fraternels. Je suis attiré par elle, par son intelligence, son courage, sa force d'âme. Mais je suis aussi conscient que les circonstances de notre rencontre étaient profondément inappropriées. J'étais son propriétaire légal, même brièvement. Cette asymétrie de pouvoir rend tout sentiment entre nous problématique. » Il se tourna vers Amélie. « Je viens en France comme votre ami et votre soutien financier. Si, au cours de ce voyage et de ce combat juridique, quelque chose de plus devait se développer entre nous, naturellement et mutuellement, alors je serai le plus heureux des hommes. Mais je ne présume de rien et n'exige rien. » Louise hocha lentement la tête. « C'est une réponse honnête. J'apprécie votre franchise. » Elle prit les mains de sa fille. « Amélie, tu as enduré tellement d'épreuves. Tu mérites le bonheur, quelle que soit la forme qu'il prenne. Mais prends le temps de guérir, de te retrouver toi-même avant de prendre des décisions importantes concernant ton avenir personnel. » « Je le sais, maman, » dit Amélie doucement. « Je ne sais pas encore ce que je ressens vraiment. Tout est encore trop confus, trop récent. Mais je sais que Thomas est un homme bon et que nous avons besoin de lui dans ce combat. » Le lendemain, ils montèrent à bord du navire La Liberté, nom ironiquement approprié.
La traversée de l'Atlantique prendrait environ 6 semaines avec une météo favorable. Thomas avait réservé 2 cabines, une pour Amélie et Louise, l'autre pour lui-même. Les premiers jours de voyage furent calmes. La mer était relativement tranquille, et les 3 voyageurs passaient leur journée sur le pont, regardant l'horizon infini, chacun perdu dans ses pensées. Thomas observait Amélie à la dérobée, notant les changements subtils dans son comportement. Elle semblait plus sereine, plus confiante, mais aussi plus distante, comme si elle se préparait mentalement pour les batailles à venir. Une semaine après le départ, une tempête frappa le navire. Les vagues gigantesques secouaient l'embarcation comme un jouet. La plupart des passagers, terrifiés, restèrent confinés dans leur cabine. Thomas, incapable de rester enfermé malgré le danger, monta sur le pont en pleine tempête. Il fut rejoint par Amélie, trempée jusqu'aux os, qui s'accrocha au bastingage à ses côtés. « Vous devriez être en bas !» cria Thomas pour couvrir le rugissement du vent. « Vous aussi !» répondit-elle en riant. Un rire étrange et libérateur. Ils restèrent là, côte à côte, bravant la tempête. Dans ce moment de danger partagé, quelque chose se dénoua entre eux. Lorsque le navire fut soulevé par une vague particulièrement violente, Thomas saisit la main d'Amélie pour la stabiliser. Elle ne la retira pas. Quand la tempête se calma enfin, ils descendirent ensemble, encore liés par cette complicité née du danger affronté. À la porte de sa cabine, Amélie se retourna vers Thomas. « Merci d'être venu. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire face à tout cela seul. »« Vous n'êtes pas seul, » dit Thomas. « Vous ne le serez plus jamais si je peux l'empêcher. » Elle sourit, un sourire vrai cette fois, et entra dans sa cabine. Le reste de la traversée passa dans une atmosphère de tension croissante. Plus ils s'approchèrent de la France, plus la réalité de ce qui les attendait devenait tangible. Louise développa une anxiété croissante, parlant peu, passant de longues heures à prier. Amélie, en revanche, semblait devenir plus déterminée chaque jour, étudiant les documents juridiques que Henley leur avait fournis, apprenant les subtilités du droit français sur les successions. Thomas passait ses soirées à lire des livres sur la France, essayant de se préparer culturellement à un monde qu'il ne connaissait que par ouï-dire. Il était un Américain du Sud, habitué à un certain mode de vie. Comment s'adapterait-il à la société parisienne, à ses codes complexes et à ses préjugés? Ils arrivèrent finalement au Havre par une matinée brumeuse de septembre. Le port grouillait d'activité, une cacophonie de langues et d'accents. Thomas se sentit immédiatement dépassé, mais Amélie, parlant couramment français, prit les choses en main avec une assurance qui le surprit. Ils prirent la diligence pour Paris, un voyage de 2 jours qui les conduisit à travers la campagne normande, puis les faubourgs de la capitale. Paris les accueillit avec ses rues étroites, ses bâtiments imposants et son atmosphère à la fois fascinante et intimidante. L'avocat que Henley avait contacté, maître Jacques Dutour, les reçut dans son cabinet situé près du palais de justice. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux manières précises et au regard perçant. Il écouta attentivement le récit d'Amélie, examina tous les documents, puis donna son avis. « Votre cas est complexe, mais pas désespéré, » dit-il. Le testament de Henri de Valcourt est clair dans ses intentions. Cependant, François de Valcourt a déjà déposé une contestation officielle. Il argue que son père n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a rédigé ce testament. Il a également soulevé la question de votre légitimité et de votre race comme facteur disqualifiant selon certaines interprétations de la loi. Ces arguments sont-ils valables ? Demanda Thomas. Partiellement, admit Dutour. La question de la légitimité est sérieuse. Celle de la race, c'est plus délicat. Officiellement, la France post-révolutionnaire ne reconnaît pas de hiérarchie raciale. Mais officieusement, les préjugés existent, surtout dans les cercles aristocratiques. Un juge pourrait être influencé, consciemment ou non. Alors que pouvons-nous faire ? Demanda Amélie. Nous devons démontrer 2 choses. Premièrement, que Henri de Valcourt était parfaitement lucide lorsqu'il a rédigé son testament. J'ai déjà trouvé plusieurs témoins, dont son médecin personnel et son notaire, qui sont prêts à témoigner en ce sens. Deuxièmement,
Nous devons établir au-delà de tout doute votre identité comme étant la fille mentionnée dans le testament. Le portrait miniature ne suffit pas? Demanda Louise. Non, dit Dutour. François conteste l'authenticité du portrait. Nous avons besoin de preuves documentaires. Existe-t-il un acte de naissance, un certificat de baptême, n'importe quel document officiel de Haïti qui confirme votre identité? Amélie et Louise échangèrent un regard désespéré. Nous avons tout perdu pendant notre fuite, dit Louise. Si de tels documents existaient, ils ont été détruits ou abandonnés. Dutour soupira. C'est problématique, mais pas nécessairement fatal à notre cause. Il existe peut-être des registres à Haïti dans les archives coloniales. J'ai des contacts qui pourraient enquêter. Cela prendra du temps et de l'argent. Combien de temps? Demanda Thomas. Plusieurs mois, peut-être un an. Entre-temps, nous préparerons votre défense, rassemblerons des témoignages, bâtirons notre argumentaire juridique. Le procès aura probablement lieu l'année prochaine. Thomas sentit le poids de l'engagement qu'il avait pris. Un an ou plus en France, dépensant son argent dans un combat juridique incertain. Mais en regardant Amélie, il sut qu'il ne regrettait rien. Les mois qui suivirent furent une période étrange de suspens et d'attente. Thomas, Amélie et Louise louèrent un modeste appartement dans le quartier du Marais. L'argent de Thomas s'écoulait régulièrement. Loyer, nourriture, honoraires d'avocat, frais d'enquête. Il essayait de ne pas calculer combien il lui restait, de ne pas penser à ce qui se passerait si l'argent venait à manquer avant la fin du procès. Amélie passait ses journées à aider Dutour, étudiant le droit français, préparant son témoignage. Thomas l'accompagnait souvent, impressionné par son intelligence et sa détermination. Progressivement, leur relation évoluait. Les barrières entre eux s'effaçaient lentement, remplacées par une affection authentique et une complicité profonde. Un soir d'hiver, alors qu'ils marchaient ensemble le long de la Seine, Amélie prit la main de Thomas. « Je ne sais pas si nous allons gagner », dit-elle doucement. « François a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. Mais quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que je suis reconnaissante. Non seulement pour votre aide financière, mais pour votre présence. Vous m'avez redonné quelque chose que j'avais perdu, la foi en la bonté humaine. » Thomas serra sa main. « Amélie, je dois vous dire quelque chose que j'ai longtemps gardé pour moi. Je suis tombé amoureux de vous. Pas de la femme que j'ai achetée pour $5, pas de l'héritière potentielle d'une fortune, mais de vous, de la personne courageuse et complexe que j'ai appris à connaître. Je ne vous demande rien en retour. Je voulais simplement que vous le sachiez. » Amélie le regarda longuement, ses yeux brillants dans la lumière des réverbères. « Je le savais déjà, » murmura-t-elle. « Ah, et je pense que je ressens la même chose. Mais Thomas, nous devons attendre. Attendre que ce procès soit terminé, que mon identité soit officiellement reconnue ou définitivement niée. Je ne veux pas construire quelque chose sur des fondations incertaines. » « Je comprends, » dit Thomas. « J'attendrai. » Le procès eut finalement lieu en juin de l'année suivante. La salle d'audience était bondée. François de Valcourt assista à toutes les sessions, un homme au visage fermé et hautain qui regardait Amélie avec un mélange de mépris et de calcul. Les témoignages s'enchaînèrent. Le médecin de Henri de Valcourt confirma sa lucidité. Le notaire présenta les originaux du testament, prouvant leur authenticité. Dutour présenta des lettres où Henri exprimait des remords concernant l'abandon de sa fille et son désir de réparer cette injustice. L'avocat de François contre-attaqua avec vigueur. Il produisit des témoins affirmant que Henri était confus et manipulable dans ces derniers mois. Il souleva des questions sur l'identité réelle d'Amélie, insinuant qu'elle pourrait être une impostrice profitant de la ressemblance avec un portrait. Le moment crucial vint lorsque les enquêteurs de Dutour revinrent de Haïti avec des documents. Ils avaient retrouvé dans les archives de Port-au-Prince un registre de baptême datant de 1813, mentionnant une Amélie Cécile, fille de Louise Beaumont et de Henri de Valcourt. C'était la preuve tangible que Dutour espérait.
François tenta de contester l'authenticité du document, mais les experts en écriture confirmèrent son origine. Le juge, un homme d'une soixantaine d'années au visage impassible, écouta tous les arguments pendant 3 jours intenses. Le verdict fut rendu 1 semaine plus tard. La salle était silencieuse. Lorsque le juge commença à lire sa décision, Thomas tenait la main d'Amélie si fort qu'il craignait de lui faire mal. Après avoir examiné toutes les preuves et entendu tous les témoignages, commença le juge, cette cour reconnaît que mademoiselle Amélie Cécile de Valcourt est bien la fille d'Henri de Valcourt, telle que mentionnée dans son dernier testament. Les preuves documentaires de Haïti, combinées aux témoignages crédibles concernant la lucidité du testateur, établissent au-delà du doute raisonnable la validité du testament. Amélie laissa échapper un sanglot. Louise pleura ouvertement. Thomas ferma les yeux, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Cependant, continua le juge, et le mot fit retomber le silence, en raison du statut illégitime de mademoiselle de Valcourt et conformément aux dispositions du Code civil français concernant les héritages, cette cour ordonne que l'héritage soit divisé comme suit. Les 2 tiers à monsieur François de Valcourt en tant qu'héritier légitime et 1 tiers à mademoiselle Amélie Cécile de Valcourt. 1 tiers. Pas la totalité, mais 1 tiers représentait encore environ 100 000 francs, 20 000 dollars. C'était une fortune considérable, suffisante pour assurer l'avenir d'Amélie et de Louise. François quitta la salle immédiatement, furieux de n'avoir pas tout obtenu, mais probablement soulagé de ne pas avoir tout perdu. Amélie, Louise et Thomas restèrent dans la salle vide après le départ de tous, tentant de réaliser ce qui venait de se passer. « Nous avons gagné », murmura Amélie. « Pas complètement, mais nous avons gagné. » Dans les semaines qui suivirent, les formalités furent réglées. Amélie reçut sa part de l'héritage. Elle remboursa immédiatement Thomas avec des intérêts généreux. Il protesta, mais elle insista. « Vous avez pris un risque énorme pour moi, » dit-elle. « Le moins que je puisse faire est de vous rembourser correctement. » Avec l'argent qui lui restait après avoir remboursé Thomas, Amélie acheta une maison à Paris et investit le reste prudemment. Louise, enfin en sécurité après des années de terreur et d'incertitude, se mit à vieillir paisiblement, retrouvant un peu de la joie qu'elle avait perdue. Thomas resta à Paris. Il n'avait plus rien qui le rattachait à l'Amérique. Sa plantation était vendue, sa vie d'avant lui semblait appartenir à un autre homme. Il s'établit comme consultant pour les Américains souhaitant investir en France, utilisant ses connaissances des 2 mondes. 1 an après le procès, Thomas et Amélie se marièrent dans une cérémonie discrète. Ce n'était pas un mariage de convenance, ni un arrangement calculé. C'était l'union de 2 personnes qui avaient traversé l'impossible ensemble et en étaient sorties transformées. Leur histoire ne fut jamais idyllique. Les cicatrices du passé, les compromis douloureux, les questions sans réponse persistaient. Amélie faisait parfois des cauchemars, revivant sa captivité et son humiliation. Thomas se réveillait parfois la nuit, tourmenté par le souvenir de l'avoir possédé, même brièvement. Mais ils apprirent à vivre avec ces ombres, à les accepter comme faisant partie de leur histoire commune. Ils eurent 2 enfants, un garçon et une fille, qu'ils élevèrent dans la conscience complexe de leur héritage. Américains et Français, blancs et noirs, privilégiés et conscients de l'injustice. François de Valcourt ne les contacta jamais. Il vécut sa vie de l'autre côté de Paris, et leurs chemins ne se croisèrent jamais. C'était peut-être mieux ainsi. Louise mourut paisiblement en 1847, entourée de sa fille et de ses petits-enfants. Ses derniers mots furent « Tu as repris tout ce qu'ils t'avaient volé, ma chérie. Je peux partir, tranquille. » Amélie vécut jusqu'à un âge avancé. Dans ces dernières années, elle écrivit ses mémoires, un document extraordinaire qui racontait son parcours incroyable. Le manuscrit ne fut jamais publié de son vivant, peut-être parce que le monde n'était pas encore prêt pour une telle histoire. Thomas mourut quelques années avant elle, entouré de sa famille. Ses dernières paroles à Amélie furent « 5 $. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. » Amélie sourit à travers ses larmes, tenant la main de l'homme qui avait changé sa vie de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer.
Voilà l'histoire d'Amélie Cécile de Valcourt, la femme qui fut achetée pour 5 dollars et devint l'une des femmes les plus remarquables de son époque. Une histoire de résilience, de manipulation, d'amour et de rédemption. Tout cela est-il vraiment arrivé? Les documents existent-ils encore quelque part, cachés dans des archives poussiéreuses? Ou n'était-ce qu'une légende, une histoire trop parfaite pour être vraie? Si cette histoire vous a captivé, si vous vous êtes demandé à chaque tournant ce qui allait se passer, abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères historiques qui défient l'imagination. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Amélie était une victime qui a repris le contrôle de sa vie, ou une manipulatrice qui a utilisé tous les moyens nécessaires pour obtenir ce qu'elle voulait? La vérité, comme toujours, se trouve probablement quelque part entre les deux. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires oubliées, d'autres secrets enterrés dans les plis de l'histoire, restez avec nous, car le passé recèle toujours plus de mystères que nous ne pouvons l'imaginer.